opérationnelle importante. Il a été directeur général adjoint de la police nationale. Et je m'en arrête là parce que c'est une longue et riche carrière. Et donc il me parlera donc, en raison donc, de la légitimité que lui confère cette expérience opérationnelle. Il me parlera des politiques de sécurité. Merci, Dr. Madouni. Merci, professeur Alexandre pour m'avoir invité à cette table ronde. Mes chers amis, merci. Je vais introduire mon propos par, disons, 3 articles essentiels de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 2 dit « Le but de toute association politique dont l'État est la forme la plus organisée, la plus aboutie, est la conservation des droits humains imprescriptibles de l'homme qui sont droit à la liberté, la résistance à l'oppression et le droit à la sûreté. » Le droit à la sûreté. L'autre article, qui est l'article 12, dit que pour la garantie des droits de l'homme, cela nécessite une force publique qui est instituée à l'avantage de tous. Et l'article 13 qui dit pour l'entretien de cette force publique, une contribution est demandée à chaque citoyen. Donc, la fonction de sécurité est au départ constitutive de l'État. C'est la mission essentielle, c'est le pilier autour duquel l'État se construit pour protéger son territoire, pour protéger ses populations, pour protéger sa souveraineté. La composition classique de l'État, comme nous l'avons appris dans le droit, c'est le territoire, la population et le gouvernement. Les politiques publiques de sécurité et les projets de société. Vous savez, le but de toute politique de sécurité, aujourd'hui, politique publique de sécurité, c'est la satisfaction de la demande sociale de sécurité. Et les rapports au sein des États, les rapports de société au sein des États, et même l'activité de l'État, ça peut créer des troubles à l'ordre public, des troubles à la tranquillité, à la sécurité des populations. Et c'est pourquoi ce pacte social qui lie les populations à l'État est simple. Et ils se mettent à la gouvernance, ils se mettent sous la gouvernance de l'État en échange de leur protection contre les agressions intérieures et extérieures. Et quand l'État vient à manquer à la satisfaction de ses besoins, la demande de sécurité devient plus forte. Et là, que fait l'État? Que fait la force publique qui a été instituée par l'État pour assurer la sécurité? Et quand ces demandes deviennent prégnantes, politiques, les candidats aux élections les mettent sous à leur agenda, dans leur projet de société qu'ils soumettent à compétition au cours des élections. Et pour solliciter le suffrage, les suffrages devant les habiliter à mettre en œuvre la politique publique de sécurité, ils présentent des projets de société. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis que nous sommes rentrés à l'ère démocratique, depuis 1990, un tour dans les projets de société des différents candidats aux élections. Je vous rappelle que nous avons déjà eu 6 élections présidentielles et 7 législatives. Il y a une qui arrive encore. Les chapitres consacrés au projet sur la sécurité, c'est généralement demi-page ou une page ou plus. Même sur le général Kérékou, ces 2 projets de société n'ont pas fait mieux. Qu'est-ce qui est en cause? Ce n'est pas la longueur du test, mais c'est la vacuité
de ces tests-là parce que nous avons une culture qui considère les questions de sécurité et de défense comme des questions taboues, des questions laissées au monopole exclusif des gouvernants. Et dans nos pays aujourd'hui, le grand défi, c'est comment ces projets de société sont transformés en politique publique de sécurité et si leur élaboration obéit à une participation, à une approche participative. La construction de l'État à travers les politiques de sécurité. Vous savez, un État devient un État faible. Un État devient un État faible lorsqu'il n'arrive plus à pourvoir aux besoins fondamentaux de ses populations, assurer le logement, l'éducation, les services sociaux et surtout la sécurité de l'État. Et les exemples aujourd'hui dans la bande saharienne, en Somalie et en Libye, en proie aux rébellions armées, au terrorisme, est la preuve aujourd'hui que l'État devient un État faible lorsqu'il est incapable d'assurer sa mission première qui est la sécurité. Et on ne peut réformer les États aujourd'hui sans toucher au service de sécurité. Un État qui veut se réformer, pour assurer sa mission première, doit réformer son système de sécurité. Et il y a une abondante littérature sur la question, réforme de la gouvernance de sécurité, réforme des systèmes de sécurité, réforme du secteur de la sécurité. Il y a une expérience, des expériences réussies dans le domaine. Et comme je l'ai écrit dans l'une de mes études, en 2008, la sécurité au Bénin, en tout cas jusqu'en 2008-2010, se faisait sans vision, sans document de stratégie, sans programmation, dans une opacité financière totale. Alors que nous avons dit et nous avons répété, pour les politiques publiques de sécurité, le financement est fait par la contribution des citoyens. Et en ce qui concerne le domaine particulier de la sécurité publique au Bénin, elle était gérée, opérationnalisée par deux forces concurrentes, la police et la gendarmerie. Et nous avons eu des crises sécuritaires très très importantes, notamment en 2003, où les crimes transfrontaliers ont créé des problèmes entre le Nigeria et le Bénin. Vous vous rappelez l'affaire Amani Tidjani, qui a amené à la fermeture des frontières. Vous vous rappelez encore en 2008, deux fois de suite, au marché d'Atopa, deux braquages avec mort d'homme. Et en 2006, le braquage sur un fourgon de transport de fonds derrière la présidence en 2006. Et puis notre pays désigné comme une plaque tournante de la drogue. Il y a beaucoup de ces crises-là qui ont jalonné notre histoire politique, notre histoire sécuritaire. Aux élections de 2016, un parcours dans les projets de société a vu quand même une certaine amélioration. Une certaine amélioration. Et cette amélioration progressive, nous avons dit que les raisons de la vacuité des volets des projets en matière de sécurité, c'est dû au caractère tabou des questions de défense, l'absence des professionnels autour des candidats, des professionnels qui se cachent souvent derrière leur apolitisme politique, et puis et surtout la déficience des partis politiques à avoir du matériel, des ressources pour étudier les questions de sécurité. Sur ça, Babacar Ndiaye du think tank
Wati a fait un excellent article dessus, sur la question des responsabilités des partis politiques dans la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Quand le diagnostic est biaisé, les remèdes, les réponses, les solutions sont également biaisées. Le projet de société qui a eu l'assentiment des populations, dénommé projet de société de la rupture, ce projet de société, même là encore, le diagnostic était squelettique, de même que les solutions proposées. Et c'est à l'expérience du pouvoir, l'exercice du pouvoir dès 2016, qu'un travail plus structuré a été fait dans le programme d'action du gouvernement, dans le programme de gouvernement 2016-2021. Et c'est à travers ce programme que des réponses ont été trouvées. Des réponses ont commencé par être trouvées à la politique de sécurité comme une construction, un mode de construction de l'État. Il s'agissait d'engager des réformes audacieuses, des réformes urgentes, des réformes politiques. Et l'une de ces réformes, c'est la création de la force unique de sécurité intérieure, dénommée la police républicaine. Vous savez, c'est une réponse audacieuse, sensible, de forces de sécurité qui ont été des forces de sécurité rivales pendant plus de 50 ans, qu'il faut amener ensemble à collaborer, parce qu'au fait c'était quoi? Des forces qui utilisaient pratiquement les mêmes moyens, qui exécutaient les mêmes missions, mais pour des résultats mitigés. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces crises successives de sécurité que nous avons eues. Trois ans après la mise en place de cette politique de sécurité, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous sommes passés d'abord de la mutualisation de ces forces des ressources sous le ministère de l'Intérieur et à la fusion définitive le 1er janvier 2018. Le renforcement des capacités de la police républicaine, la sécurité sur les corridors. Nous avons fait le tour du pays dans le cadre des activités du comité de contrôle des missions de sécurisation du territoire national. La perception aujourd'hui des missions de sécurité est plus visible, est plus intéressante qu'avant. Les populations, les élus ont approuvé cette réforme, même s'il y a encore des résistances intérieures. Nous avons approuvé cette réforme parce qu'aujourd'hui, les braquages ont diminué. Il est bien vrai, on n'est pas encore arrivé à les contrôler, mais ça a diminué de façon drastique. Il ne reste qu'à l'intérieur des terres, à l'intérieur des territoires, les problèmes de cambriolage, les problèmes de petit banditisme, et puis le crime organisé transnational, parce que nous sommes dans un environnement géopolitique. L'analyse que nous faisons de cette réforme, c'est que, à travers les politiques publiques de sécurité, les résultats obtenus aujourd'hui, l'État béninois est en train de construire un nouveau pacte social avec les populations. Le docteur Kwadou nous parlait tout à l'heure du primat de la sécurité d'État par rapport à la sécurité des communautés. Aujourd'hui, nous notons un shift, un basculement de la priorité sécuritaire donnée à l'État vers la priorité sécuritaire accordée aujourd'hui aux populations, que la police républicaine a érigée dans sa stratégie comme acteur incontournable de la sécurité. Il y a une construction de nouveaux rapports. C'est aussi à travers les activités civilo-militaires organisées par les armées pour marquer leur présence auprès de la population et gagner leur cœur.
L'État béninois a aujourd'hui une vision pour réinvestir son domaine de prédilection. Il avait délaissé en temps sa vocation première, la sécurité. L'État doit se rapprocher des populations et ce rapprochement, c'est une proximité spatiale, c'est une proximité physique aussi, c'est une proximité relationnelle, c'est une proximité partenariale. Vous savez aujourd'hui, le maillage territorial que nous avons, il y a aujourd'hui 400 commissariats environ pour les 546 arrondissements que nous avons. Ça fait une couverture spatiale de 73%, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans, ce qui n'était pas le cas avant 2016, où il n'y avait que 77 communes qui sont tenues avec 2 forces différentes de sécurité. Aujourd'hui, avec la mutualité, avec la fusion, nous couvrons aujourd'hui près de 73% du territoire national. Et c'est pourquoi nous voulons, dans ce nouveau partenariat, que nos forces de police et de sécurité soient efficaces. Efficaces. Et pour être efficace, le ministre français Christian Bonnet l'a dit, pour être efficace, une police a besoin d'être présente, d'être mobile, d'être équipée, d'être formée, bien informée, d'être bien commandée. Et je crois que c'est sur ces valeurs, c'est sur ces aspects que la police républicaine est en train de travailler aujourd'hui. Et l'État béninois tente aujourd'hui de se construire à travers la sécurité pour reprendre possession de son territoire. Les barrages aujourd'hui sont interdits. Les brigades civiles de sécurité sont interdites. Les chasseurs traditionnels sont mis en veilleuse. L'État est en train de reprendre son monopole de premier garant de la sécurité, mais en y associant les populations. Aujourd'hui, comme je me plais à le dire, il y a de gros défis à relever. Présenté comme ça, c'est comme si tout était rose. Non, il y a de gros défis à relever parce qu'il y a des mécanismes de suivi et d'évaluation qu'il faut mettre en place. Et c'est ça qui a amené à la création du CCMSTN auprès du président de la République. Il y a des défis de gouvernance à relever. Et puis, bien entendu, les résistances internes au changement. Donc voilà comment la vision qui a été structurée autour du programme de gouvernance, du programme de gouvernement, est en train de construire un nouvel État autour de la sécurité dans de nouveaux rapports avec les populations. Voilà ce que je pourrais dire, Dr. Padomi. Merci de m'avoir donné la parole.